Golfe Persique, à 40 km des côtes iraniennes. Aux premières lueurs de l'aube, 50 commandos des forces spéciales iraniennes, répartis à bord de 10 vedettes rapides, fonçaient sur les flots en direction de l'USS Abraham Lincoln, un porte-avions de classe Nimitz menant des opérations en eaux internationales. Ces embarcations étaient des CB-90, des engins d'assaut rapides de fabrication suédoise, chacun transportant 5 commandos armés de lance-roquettes, RPG-7, de mitrailleuses PKM et de fusils d'assaut AK-47. Les renseignements indiquaient qu'il s'agissait d'une opération de harcèlement coordonné conçue pour tester les capacités défensives américaines et potentiellement endommager le porte-avions grâce à des tactiques d'essaim. Ce que les Iraniens ignoraient, c'est que 24 Navy SEALs de la SEAL Team 3 avaient été insérés plusieurs heures plus tôt dans le cadre d'une mission de patrouille de routine et qu'ils étaient positionnés précisément dans le couloir d'attaque. Pendant 3 semaines, le renseignement américain avait suivi une intensification de l'activité navale des gardiens de la révolution islamique le long du détroit d'Ormuz. Les images satellitaires révélaient des concentrations inhabituelles de vedettes rapides à la base navale de Bandar Abbas, avec des équipages conduisant des exercices nocturnes simulant des frappes coordonnées contre de grands navires. Le schéma était sans équivoque. L'Iran peaufinait sa doctrine de guerre navale asymétrique, pariant que la vitesse, le nombre et l'effet de surprise pourraient surpasser la supériorité technologique américaine. Leurs commandants croyaient que leurs vedettes rapides, filant à 40 nœuds en formation serrée, pourraient réduire la distance avant que les défenses du porte-avions ne puissent réagir efficacement. Le plan reposait sur la saturation des systèmes défensifs par un volume pur de cibles, tout en restant en dessous du seuil d'engagement qui déclencherait une riposte militaire totale. Les commandants iraniens avaient étudié l'attentat contre l'USS Cole et s'étaient convaincus que des embarcations petites et rapides représentaient un problème tactique insoluble pour la marine américaine. Les planificateurs américains voyaient les choses autrement. Le renseignement naval avait identifié une fenêtre de vulnérabilité entre les patrouilles aériennes à longue portée du groupe de combat et les armes défensives rapprochées du porte-avions. La solution était non conventionnelle. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les défenses embarquées, le commandement des opérations spéciales navales avait positionné un peloton de SEALs en patrouille nautique rotative à bord de canots pneumatiques à coque rigide modifiée, équipés de mitrailleuses Browning M2 de calibre 50, de mitrailleuses M240B et de missiles anti-chars Javelin. Les SEALs s'étaient entraînés pendant 18 jours sur les procédures d'interception, pratiquant des séquences d'engagement contre des cibles de surface rapide. Chaque équipage de 6 hommes avait répété des schémas de tir coordonnés conçus pour neutraliser les moteurs et les compartiments d'équipage sans couler immédiatement les embarcations, préservant ainsi leur valeur de renseignement. Les paramètres de mission étaient pas clairs. Intercepter toute approche hostile, émettre des avertissements et, en cas de menace, éliminer celle-ci avec une précision écrasante. Ce matin-là, peu avant l'heure prévue pour l'aube, les opérateurs radars à bord de l'USS Princeton, un croiseur de classe Ticonderoga assurant l'écran du porte-avions, détectèrent 10 contacts de surface se déplaçant à grande vitesse depuis les eaux territoriales iraniennes. Les contacts progressaient en formation en coin, accélérant à 38 nœuds sur un cap d'interception directe avec l'Abraham Lincoln. Le groupe de combat passa en alerte générale. 4 chasseurs FA-18F, Super Hornet, décollèrent du pont du porte-avions et tournèrent en orbite à 4500 mètres d'altitude, leurs nacelles de ciblage verrouillées sur les embarcations en approche. Le radar SPI-1D du croiseur suivait chaque vedette avec une précision informatique, tandis que les systèmes de missiles effectuaient leur vérification de disponibilité. Les commandants des navires demandèrent l'autorisation d'engager, mais le commandement de la flotte du Pacifique retint le feu, ordonnant une identification positive avant tout tir. C'est alors que les équipages Alpha et Bravo de la SEAL Team 3, positionnés à 15 km en avant du groupe de combat, reçurent l'ordre d'interception. Le lieutenant-commandeur Sarah Chen, commandant l'embarcation Alpha, poussa ses 2 moteurs Mercury à plein régime. Le canot bondit en avant, fracassant les vagues d'une 60aine de centimètres à 45 nœuds. À 3 km à son est, Bravo reproduisit la manœuvre. Les 2 embarcations des SEAL allaient intercepter la formation iranienne selon des angles obliques.
forçant les vedettes d'assaut soit à modifier leur cap, soit à fractionner leur formation. Tandis que la distance tombait à 4000 mètres, l'opérateur radio d'Alpha transmit des avertissements en farsi et en anglais, ordonnant aux embarcations iraniennes de faire demi-tour immédiatement. Il n'y eut aucune réponse. Les CB-90 maintenaient leur vitesse et leur cap, désormais clairement visibles dans la lumière naissante du matin, leurs proues soulevant des gerbes d'écume blanche, tandis qu'ils fonçaient vers le porte-avions américain, 22 km derrière les positions des SEALs. Quelques instants plus tard, la distance réduite à 2800 mètres, la formation iranienne commença à se disperser, passant d'une formation en coin à une ligne éparse conçue pour compliquer le ciblage. Des commandos à bord des vedettes de tête levèrent leur lance-roquettes RPG-7. Ce geste constituait le seuil de l'acte hostile. Chen donna l'ordre. La Browning M2 à l'avant d'Alpha entra en action, envoyant des projectiles de calibre 50 à 550 coups par minute. Le son creux et profond de la mitrailleuse lourde roula sur les flots, tandis que des traceurs dessinaient des arcs lumineux vers la vedette iranienne de tête. Le tireur, un maître de première classe comptant 12 ans dans les forces spéciales navales, dirigea ses tirs vers le compartiment moteur. À 2600 mètres, les projectiles perforants incendiaires transpercèrent la coque en aluminium du CB-90, réduisant les deux moteurs diesel en ferraille. Une fumée noire s'échappa de l'embarcation touchée qui vira brusquement sur le côté, perdant rapidement de la vitesse. Bravo s'engagea simultanément, ciblant la vedette iranienne la plus à l'est. La mitrailleuse M240B couvrit de tirs le cockpit de l'embarcation avec des munitions de 7,62 mm, tandis que le tireur de proue frappait la coque juste au-dessus de la ligne de flottaison avec la M2. L'effet combiné fut dévastateur. 2 commandos iraniens tombèrent immédiatement. Le conducteur de la vedette s'effondra sur les commandes et l'embarcation amorça un virage serré à tribord, hors de tout contrôle. Les commandos restants abandonnèrent leur posture d'attaque, se précipitant à l'abri derrière le blindage léger de la vedette. Mais la formation iranienne ne rompait pas. 8 embarcations poursuivirent leur course, se divisant désormais en 2 groupes de 4, tentant de déborder les positions des SEALs et de continuer vers le groupe de combat. Chen fit alors appel au javelin. L'opérateur missile de l'équipe, positionné à mi-bord, épaula l'arme anti-char à tir et oubli. La lunette thermique du système se verrouilla sur la cible la plus chaude, une vedette iranienne dont les moteurs tournaient à plein régime. L'opérateur pressa la gâchette. Le moteur de lancement doux du javelin éjecta le missile hors du tube avant que le moteur fusée principal ne s'allume, envoyant l'engin en trajectoire haute. Au point culminant de son arc, la tête chercheuse du missile acquit la cible et la charge plongea presque verticalement. La charge creuse de 8 kg détonna sur le pont moteur du CB-90 avec un effet cataclysmique. L'explosion souleva complètement la poupe de l'embarcation hors de l'eau avant que celle-ci ne se brise en deux et commence à couler rapidement. Des commandos se jetèrent dans le golfe tandis que les flammes consumaient les 2 sections du bâtiment détruit. Pendant qu'Alpha s'engageait avec le javelin, Bravo se rapprocha à 1800 mètres du groupe sud des embarcations iraniennes. Les SEAL avaient de manœuvrer en position de flanquement, portant toutes leurs armes sur 3 vedettes qui s'étaient regroupées trop près les unes des autres. La M2 et la M240 ouvrirent le feu simultanément, créant un croisement de tirs dévastateur. Les projectiles de calibre 50 déchiquetèrent les commandes de la vedette de tête, tandis que les tirs de 7,62 mm supprimaient les commandos tentant de riposter avec leur AK-47. Un Iranien réussit à tirer un RPG-7, mais la roquette non guidée siffla à 40 mètres de la poupe de Bravo, manquant sa cible avant de ricocher sur les vagues et de détonner inoffensivement 200 mètres plus loin. Les tireurs des SEAL ajustèrent leur feu, concentrant leurs tirs sur la vedette qui avait lancé le RPG. En 20 secondes, le CB-90 était mort sur l'eau, sa coque perforée de dizaines d'impacts de mitrailleuses, son carburant se répandant en mer. Peu après, les Super Hornets FA-18 descendirent de leur orbite de maintien. Le pilote de tête, voyant les embarcations des SEAL engagées à courte portée, demanda l'autorisation d'utiliser le canon plutôt que des missiles pour éviter tout tir ami. Le commandement de la flotte approuva. Le chasseur descendit à 250 mètres, s'alignant sur la vedette iranienne, la plus au nord qui avait percé le dispositif d'engagement et continuait de foncer vers le porte-avions.
le canon Vulcan M61A2 du Super Hornet parla une première fois une rafale d'une seconde, envoyant 100 projectiles de 20 mm explosifs incendiaires dans l'eau devant la vedette lancée à toute vitesse. Le message était sans équivoque. L'embarcation iranienne ignora l'avertissement. Le pilote pressa la gâchette une seconde fois, cette fois directement sur la cible. Les projectiles de 20 mm remontèrent la longueur de la vedette de la poupe à la proue, déchiquetant fibres de verre, aluminium et chair avec une égale efficacité. Le CB-90 se désintégra sous l'impact, transformé en épave flottante en moins de 3 secondes. Aux premières heures du matin passé, l'engagement était effectivement terminé. Des 10 vedettes rapides iraniennes d'origine, 3 coulaient, 4 étaient désemparées et dérivaient, et 3 avaient non fait demi-tour et regagnaient péniblement les eaux iraniennes à vitesse réduite, traînant de la fumée et perdant du carburant. Les embarcations des SEALs Alpha et Bravo se déplacèrent pour sécuriser les prisonniers et empêcher les vedettes désemparées de couler avant d'avoir pu être fouillées pour des renseignements. 14 commandos iraniens furent repêchés, la plupart souffrant de chocs, de brûlures ou de blessures par balle. 6 autres furent retrouvés vivants à bord des vedettes désemparées, les mains levées en signe de reddition. Les SEALs attachèrent les prisonniers avec des liens de sécurité, prodiguèrent les premiers soins et commencèrent à documenter les armes et le matériel capturé. Des documents découverts dans des pochettes étanches confirmèrent qu'il s'était agi d'une provocation planifiée, avec des ordres émanant du commandement naval des IRGC à Téhéran. Peu après la fin des combats, des hélicoptères Seahawk MH-60 arrivèrent de l'Abraham Lincoln pour extraire les prisonniers et transporter les plus grièvement blessés vers les installations médicales du porte-avions. Des ingénieurs du Princeton s'approchèrent des CB-90 les moins endommagés, les préparant pour un remorquage vers des ports amis où des équipes de renseignement procéderaient à une exploitation détaillée. Les épaves restantes furent coulées avec des charges de démolition pour éviter qu'elles ne constituent un danger à la navigation. Avant que la matinée ne soit écoulée, la dernière des vedettes iraniennes avait glissé sous la surface à 45 km de l'endroit où l'attaque avait débuté. Le bilan final était sans appel. 3 vedettes rapides. CB-90 iraniennes complètement détruites et coulées. 4 désemparées et capturées. 3 endommagées et contraintes à la retraite. Des 50 commandos iraniens qui avaient lancé l'attaque, 11 avaient été tués, 23 blessés et 16 capturés. Pas un seul Américain n'avait été blessé. Les embarcations des SEALs avaient consommé 2400 projectiles de calibre 50, 3800 projectiles de 7,62 mm et 2 missiles Javelin évalués à 178 000 $ chacun. Un seul FA-18 Super Hornet avait tiré 150 projectiles de 20 mm pour un coût d'environ 340 $. L'engagement avait duré 18 minutes, du premier avertissement au dernier repli iranien. L'impact stratégique de l'opération dépassait largement la victoire tactique immédiate. Les commandants navals iraniens avaient parié que les tactiques d'essaim utilisant des vedettes rapides pourraient exploiter une vulnérabilité perçue dans la défense des porte-avions américains. Au lieu de cela, ils découvrirent que les forces d'opération spéciales américaines, opérant avec une totale liberté d'action en eau internationale, pouvaient intercepter et neutraliser les menaces bien avant qu'elles n'atteignent les navires de combat. L'avantage asymétrique que l'Iran croyait posséder s'évanouit en moins de 20 minutes de combat. Les renseignements recueillis à partir des documents capturés et des interrogatoires de prisonniers révélèrent des attaques de suivi planifiées utilisant des tactiques similaires, toutes immédiatement abandonnées après que la direction des IRGC eut évalué l'échec catastrophique de l'opération initiale. Les 3 CB-90 capturés fournirent des renseignements techniques sur les modifications et les tactiques iraniennes. Des informations qui furent diffusées à travers la 5e flotte pour améliorer les procédures défensives. Les vedettes rapides iraniennes, qui étaient censées prouver la vulnérabilité des porte-avions américains dans des eaux resserrées, prouvèrent au contraire que 24 Navy SEALs équipés de mitrailleuses et de missiles pouvaient démantibuler un assaut soigneusement planifié avant qu'il n'atteigne jamais sa cible. Parfois, le nombre écrasant et l'effet de surprise ne suffisent pas lorsque l'ennemi que l'on attaque a déjà positionné ses tireurs exactement là où l'on prévoit de frapper.